j'ai la chance de vivre de ma passion. C'est quoi ma passion? C'est d'arrêter de respirer. C'est tout simple. Tout le monde l'a fait dans sa mémoire quand on est petit, quand on est constructeur, on est plus grand. Et comme je vous disais, ça fait 10 ans que je ne fais que ça. Ça veut dire quoi que ça? Ça veut dire estimer établir des records. Donc j'ai fait 8 records du monde en apnée, certains en profondeur, d'autres à l'horizontale en distance. Et celui qui tient aujourd'hui, qui est toujours d'actualité, c'est le record du monde en statique avec 11 minutes en boucle. Je vais vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est régi par une fédération, la Fédération française du sport et du sous-marin. On ne fait pas de l'apnée n'importe comment. C'est un petit peu à l'image de la pêche, il faut être épaulé, aiguillé pour avancer et progresser. Donc en apnée, il y a une fédération qui gère les jeunes, les moins jeunes, il y a des clubs un peu partout en France, il y a 16 clubs. Il faut bien comprendre la philosophie de l'apnée. La philosophie de l'apnée, c'est pas simplement arrêter de respirer le plus longtemps possible. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'arrêter de respirer pour aller ensuite communier avec la nature. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de pêche sous-marine et de pêche. Mais c'est simplement aller profiter, avoir cette capsule d'air en soi, pour ensuite aller dans un monde qui n'est pas le nôtre, à l'origine, mais qui peut le devenir parce qu'en retenant son souffle et en apprenant quelques rudiments, on arrive à passer 5, 10, 20, 1 minute sous l'eau. Ça nous permet de communier et de faire partie un laps de temps du monde marin. Alors, j'ai grandi à l'île de la Réunion, mon papa était militaire et j'ai commencé à pratiquer la chasse sous-marine là-bas. Parce que c'est par la chasse sous-marine que j'ai commencé. Mon père, lui, chassait déjà. Il m'a renseigné de faire attraper le virus à l'île de la Réunion, il ne m'a jamais fait. Ce qui me plaisait dans l'apnée, c'était dans la chasse sous-marine, c'était non pas d'attraper le plus de poissons possible, mais c'était de le faire le plus profond possible. J'étais attiré par les profondeurs. Et donc, rapidement, j'ai commencé à pêcher à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Et je me suis vraiment rendu compte que l'apnée faisait partie de ça il fallait être un bon apnée pour pouvoir attraper et aller le plus profond possible. Donc, en 11 ans, je faisais déjà 4 minutes 30 dans l'apnée statique. Apnée statique, dans une petite baignoire ou dans le lagon à la Réunion. Et jamais je voulais faire l'apnée, ça m'intéressait pas. Et très rapidement, quand je suis revenu en métropole, j'ai continué à progresser sur les profondeurs. Je me suis spécialisé sur la chasse sous-marine profonde. D'où l'intérêt de ce déjeuner. Tu peux peut-être avancer un petit peu, si tu veux. Non, tu peux pas. La chasse sous-marine profonde, c'est quoi? C'est aller pêcher un poisson au-delà de 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, jusqu'à 70 mètres de profondeur. Il y en a plus, toujours. Donc, on utilise des techniques et des entraînements spécifiques. L'appui record, c'est le 35, le record du monde actuel, qui appartient à moi, qui appartient à la France. Moi, je suis très patriote et ce record, il pèse dans toutes les nationalités, ça parle dans tout le monde entier. Ça a été visible, ça a été vu sur 40 pays en direct, ce record qui était en 2009. Depuis, il n'a pas été battu. Je le défends parce que si quelqu'un s'en approche, je suis toujours dans la course, même à 40 ans, c'est un record, c'est une histoire d'expérience, d'adaptation du corps humain. Et donc je suis toujours dans la surveillance de ce métier. Au fur et à mesure des années, j'ai continué à pêcher de plus en plus profond. Et c'est une rencontre qui a fait Roberto Pellizzari, un grand champion d'apnée. Je l'ai rencontré lors d'une partie de pêche. C'était justement sur une épave qu'on va voir après là. Une épave qui s'appelle le Donator, dans le sud de la France, entre Porquerolles et Port-Pro, de Ville, 51 mètres au sable. L'épave remonte sur 40 mètres. Une épave qui a pris un bateau qui a pris une mine durant la Première Guerre mondiale. Il y a le Donator et le Grec qui sont frères jumeaux, qui sont staffés de 200 mètres l'un de l'autre. Et à un certain moment de l'année, en septembre, l'eau est claire et chaude. On arrive à croiser ce qu'on appelle le tanki, le poisson méditerranéen, le poisson roi, qui est très très farouche et très difficile à pêcher. Donc avec ce laisser-passer lié à l'apnée, on a la possibilité, j'ai la possibilité de descendre sur cette épave. C'est vraiment de l'apnée avec un fusil, on va le voir après, c'est des apnées qui durent plus de 4 minutes 20, descente, pêche comprise, et on va se taper des poissons donc à tout profondeur. Il faut savoir que je suis ambassadeur de la fondation et quand on m'a proposé de venir faire une conférence ici, le salon de la pêche, ce qui m'a intéressé, c'est que de plus en plus, vers la pêche
terrestre, et vous avez compris, vous pêcheurs, que le nautile, relâcher le poisson, c'était une manière noble de pêcher, c'est aussi une manière de préserver les ressources. Je crois que dans notre activité, dans la pêche marine et la chasse marine, on ne peut pas relâcher le poisson, vous avez bien compris, une fois qu'il est fléché, il est fléché. Mais par contre, on peut sélectionner les caprices, on peut tirer l'essence qui correspond à ce que j'ai envie de manger, en fonction de la rareté du poisson, en fonction du moment de reproduction du poisson. Donc on peut être adulte et responsable quand on fait la chasse marine. Il y a des règles aujourd'hui en chasse marine qui sont très strictes. Et si on respecte ces règles, on n'est pas du tout impactant pour la nature. Parce que les tailles de poissons sont réglementées. Ça peut paraître un peu strict de l'extérieur. Finalement, c'est très simple. Ça permet de pouvoir continuer à chasser. J'ai 40 ans, ça fait plus de 30 ans que je pêche. Et il est vrai que je ne pêche pas qu'en France, dans le monde entier, on se rend compte de la raréfaction du poisson. Parce que il y a des abus qui sont faits, parce que la pollution, parce que la pêche, parce que la surpêche. Chacun peut se renvoyer là-bas avec mon chalutier. Mon chalutier dit que les pêcheurs en chasse marine, on a les poissons dans plus d'eau que les gens. Tout le monde est tous responsable du problème. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On se rend de plus en plus utile. C'est la pêche marine, c'est on prend le poisson qu'on peut manger le jour même, la semaine. Et donc à partir de là, je pense que ça devient très 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 bon. Du coup, il n'y a pas de problème à être ambassadeur de la fondation Nicolas Hulot comme je le suis et être chasseur sous-marin. Alors parce qu'il y a beaucoup de mes confrères athlétes qui disent non, moi je suis plus qu'athlète. Non, moi je suis chasseur et très noble, et très pur. Un homme qui va chercher le poisson pour se nourrir au niveau de sa famille, c'est quelque chose de très noble. Alors là c'est mon ami Pierre Paulin qui fait une méthode qu'on appelle l'agachon. Excusez-moi pour ceux qui connaissent, je me permets de pas parler pour ceux qui ne connaissent pas. On n'a pas 36 méthodes pour faire venir les poissons du l'eau. Alors j'ai vu qu'ici il y a des tireurs, des choses vraiment très très pointues. Et nous on a quoi comme méthode? On a un bateau comme vous, ça pêche aussi pêcheur à la canne, pêche au givre en grande profondeur. Et on a aussi le même bateau, on a l'électronique qui est dessus. L'électronique prend une grande importance dans la chasse marine. De plus en plus, parce que c'est tellement pointu le matériel qu'on a à notre disposition aujourd'hui, qu'on peut se permettre de retrouver nos épaves facilement. On arrive à voir si le poisson, en fonction du courant, est à l'avant ou à l'arrière de l'épave, parce que vous comprenez bien que quand vous descendez à 55 mètres de profondeur, vous n'allez pas rester un quart d'heure au fond. Donc il faut arriver à l'endroit qui va bien. Donc on banise ça. Avant on banisait ça d'une manière avec des buoys, des trucs. Maintenant, avec le bateau en stationnaire aussi, on sait où est le poisson, c'est grand. Donc à double tranchant, l'électronique ne doit pas devenir une chose qui va sanctionner le poisson. Ça va nous aider à prendre le poisson qu'on veut bien. Parce que beaucoup d'énigmes électroniques embarquées sont quelque chose de négatif. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de positif. Ça permet de sélectionner notre prix, d'être le plus fort possible et le plus en adéquation possible avec la vie. Et donc, là on lance Pierre, c'est pas moi. Bon, on dirait Pierre, il n'est pas là, je peux me permettre de dire, il prend que les petits. Les petits poissons, moi je prends les gros après. Mais il y a la même chose dans ces conférences. Pierre qui est plusieurs fois encore dans les montagnards, on chasse partout un petit peu dans le volant. Et donc cette électronique, je reviens à mon truc, nous permet de cibler, de trouver de nouvelles zones. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui va être en chasse marine, qui va être assez malin pour aller pêcher là où il veut, bien sûr, mais 30% de la pêche, c'est la prospection. On doit aller trouver des nouvelles zones afin de pouvoir de passer la branche sur laquelle on est de pouvoir laisser une zone très poissonneuse. Et très poissonneuse, mais je ne pêche plus, je la laisse se reposer et je reviendrai plus tard. Donc ça nous permet d'explorer, on est des explorateurs grâce à ce matériel. Je fais un petit clin d'œil à Garmin qui sont je leur fais pas de pub parce que c'est mes amis en plus et ils n'ont pas besoin de moi pour vendre du matériel. Mais c'est tellement intuitif ce matériel que même quand un métier, vous savez déjà vous en servir. Et moi j'adore le matériel pointu, technique. Voilà. On pourra en parler après en off avec vous. Et donc, ben voilà, là on arrive sur le bateau, on arrive pour partager une zone qui est donc le donateur. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des plongeurs bouteilles qui s'entraînent tous
coup, Pierre se retrouvait à signer. Alors ça, c'est l'apnée statique, c'est le revers de la médaille. Pour pouvoir aller communier avec la nature et rester longtemps, et bien, voilà, les juges, le record du monde, comme ça s'est passé. Il faut que je fasse aussi hockey en sortant. Carton jaune des juges. Et puis voilà, Gavin, mon entraîneur, qui est aussi la sécurité. Tout autour des médecins, des scientifiques, je suis appareillé. C'est vraiment quelque chose de très très pointu. C'est 8 mois d'entraînement. 8 mois d'entraînement. Je m'entraîne quasiment 7 jours par semaine. C'est 10 000 km de vélo. C'est je cours 5 fois par semaine. Je nage tous les jours aussi. Et travaille avec les kinés. Donc c'est passer de l'état de petit terrien à l'état de apprenti poisson. De manière modeste. Je ne me prends pas pour ceux qui ne suis pas, mais en état d'apprenti poisson. En 2 mots, un dauphin, quand il nage à la surface, son cœur va à 60 pulsations. Quand il plonge, son cœur passe à 6 pulsations par minute. C'est ce qu'on appelle le diving reflex. Vous tous ici, vous aurez compris, j'ai ce réflexe. Le problème, c'est que comme je ne pratique pas, on n'est pas amené à pratiquer la cyber, tous les sens sont mis en sommeil. Et au fur et à mesure des générations, on s'en sert plus. Simplement, moi, j'ai eu la chance de commencer à faire de la pied et de m'y mettre. Et donc, ce diving réflexe qui ressort. Quand il va ressortir, si vous pratiquez un petit peu d'apnée. Comment ça se schématise? Concrètement, sur mon corps, je passe, moi j'ai la chance, parce que je suis bien entraîné, de battre à 60, 70 comme tout le monde, je vais à 40 déjà, le matin en réveil, 38, 40. Sur mon corps, je passe à 17 pulsations à 18 par minute. Et moi, je suis décortiqué par les meilleurs scientifiques qui au départ ne comprennent pas. Et il a fallu que j'aille chercher des similitudes avec les mammifères marins pour comprendre que la chose, la parallèle, est vraiment évidente. Il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place, des mécanismes d'adaptation, on est bien d'accord, comme le sang qui partait des bras et des jambes, dans le grand bleu, je dis, mais c'est vrai, le sang part des bras et des jambes pour aller vers les organes nobles. L'apnée, c'est aussi quelque chose qui va servir aux scientifiques, à vous, à nous, pour la médecine de tous les jours, le sang part des bras et des jambes pour aller vers les organes nobles. Effectivement, au niveau du cerveau, j'ai plus de 240% d'irrigation sanguine au cerveau. C'est-à-dire que quand mon sang est un peu moins oxygéné, eh bien, le cerveau reçoit plus de sang, ce qui fait qu'il y a certains capillaires du cerveau, parties du cerveau, qui vont être alimentés alors que dans la vie de tous les jours, on n'est pas alimenté. Ça a donné des idées pour les scientifiques, des gens qui ont fait des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, de leur faire des apnées pour être super en tête actuellement. Donc, la première question qu'on peut on a pris, mais à quoi ça sert? Ben oui, ça peut servir aussi à avoir des applications. Pour les gens qui font ce qu'on appelle la maladie du sommeil, c'est une maladie qui génère beaucoup de décès en France chaque année, en France et ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, l'apnée, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de mettre un masque aux gens pour dormir et de leur envoyer l'air et l'oxygène. Ben, se faire de l'apnée, ça provoque ce diving effect chez les gens. C'est-à-dire que quand le cerveau il manque d'oxygène, qu'est-ce qu'il fait en réponse? Ben, il met le cœur au ralenti. Et il fait venir plus de sang au cerveau. Donc il fabrique sa propre protection. Eh bien, on a noté, les scientifiques ont noté que pour ça, pour cet exercice, pour cette maladie, de faire ça à ces gens, procurer un certain confort et adoucir la violence des crises. Sur d'autres applications, il y en a beaucoup d'autres. Les asthmatiques, quelqu'un qui fait une crise d'asthme, dans mon club d'apnée, il y a pas mal d'asthmatiques. Pourquoi? Parce que les gens qui font une crise d'asthme, c'est quoi? Le facteur psychologique, effectivement. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même faites une crise d'asthme, c'est simplement manquer d'air. On sait tout. On n'arrive plus, l'hématose, c'est-à-dire l'échange gazeux entre les poumons et le sang ne se fait moins bien, et on n'arrive plus à ventiler correctement. Eh bien, le fait de faire de l'apnée, travaille les muscles de l'inspiration, la drague, la cardiostomie. Les gens ventilent mieux dans la vie de tous les jours. Mais également, le fait de faire de l'apnée, tous les gens qui font de l'apnée de manière modeste ont plus de 3 minutes en apnée. Et les gens, eux-mêmes, psychologiquement, arrivent à réduire leur feedback parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils ont une vraie interne. Quelqu'un fait une feedback, on leur demande de se faire. Et là, ils sont tout calmes. Donc voilà, c'est tous ces petits facteurs qui font que
j'ai servi de cobaye à des scientifiques, à la Marine nationale, qui m'a beaucoup aidé à faire ce type de record. Et en contrepartie, on donnait des pistes d'entraînement. Aujourd'hui, c'est une grande fierté. Je ne suis pas du tout narcissique, mais c'est une grande fierté d'avoir ce record, d'avoir fabriqué avec mes équipes. Parce que moi, je suis juste un petit maillon. Une équipe, c'est quoi? C'est la famille. La famille dans un premier temps, parce que les sacrifices engendrés, alors je le consens, hein, la famille le couteau sur la gorge pour faire des records d'athlètes, c'est mon ADN, c'est mon désir. Mais il faut se fixer une ligne de conduite. Donc la famille fait partie de ça, parce que vous devenez un élément un peu spécial. Vous ne voulez plus sortir parce que vous ne pouvez plus aller dans le public pour ne pas respirer de la mer, pour ne pas tomber malade. Parce que je tombe malade, je me soigne. Si je me soigne, c'est pour m'entraîner, je peux plus. Je peux devoir prendre des produits qui sont en contradiction avec la règle des produits antibiotiques, qui dépassent. Donc c'est aussi se couper un petit peu, mais c'est l'alimentation, c'est s'entraîner 6 heures, 8 heures par jour. Tout ça fait que l'équipe, la famille, c'est parti. Ensuite, il faut, avant de fabriquer un record, il faut trouver une équipe. Là, pour vous aiguiller, ça va être un entraîneur qui va passer plus de temps avec vous qu'avec sa famille. Ça va être également des partenaires, parce que à la fin de vous allez manger de l'air toute la semaine, mais il faut vraiment se nourrir concrètement. Donc, il faut avoir des partenaires. Et moi, je suis très fier parce que il y a 10 ans de ça, dans mes premiers balbutiements de record, mes partenaires étaient là. J'en ai trouvé, j'ai réussi à me vendre, c'était pas facile, ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, 10 ans après, où je ne prends pas parce que je suis pas, j'ai déjà dit, mais je commence à avoir un petit peu plus de position, j'ai mes records qui sont reconnus, mais mes partenaires sont toujours là, Garmin, là je vous invite à aller voir, Immersion qui ont leur puissance, les moteurs Suzuki Gatti, les gens. Alors, je vais la plus faire, mais derrière ces marques, il y a des gens. Il y a des gens qui font confiance. C'est sans ces gens, il n'y a pas de record en France. Ça, on peut le dire, parce qu'on n'a pas les institutions qui nous permettent de vivre et de fabriquer notre record. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis plus sérieux là. Je sais plus ce que j'ai dit. Dans tous les cas, on va reparler de chasse sous-marine profonde. Il y a des chasseurs là dans l'assemblée. Oui. Oui. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais chassé dans vos contrées ici, dans les contrées. Parce que moi, dans l'ordre, j'ai jamais chassé, c'est-à-dire que je chassais pas, j'attends vos invitations. Mais dans l'ordre, c'est l'eau chaude, dans l'ordre priorité. La carte de l'eau. Et le poisson. Donc le poisson n'arrive pas en premier abord. Et plus le temps avance, et plus ça va dans ce sens. Donc l'hiver, je suis pas en Méditerranée, je suis dans les eaux chaudes, je suis dans le Pacifique, dans l'océan Indien, j'ai une petite bicôte en Nouvelle-Calédonie, j'y passe 2 mois par an. Et là, ça permet de s'entraîner, de passer beaucoup de temps dans l'eau. Et ensuite, le reste du temps, là je suis hier, dans le Var, je pratique j'ai mon club, et j'ai plongé pas mal de records. Je peux vous dire, on va parler un petit peu de... Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure que je pense que vous avez bien écouté, vous avez souri quand j'ai essayé de faire une petite blague. Maintenant, je vais vous donner quelque chose. Je l'ai annoncé tout à l'heure à la petite conférence là-bas. Pour les chasseurs sous-marins et pour les autres, je vais vous donner quelques clés de la clé. Je fais pas mal de conférences partout en France, même ailleurs, pour motiver des groupes, pour motiver des entreprises. Vous savez, c'est souvent, on est là pour nous, on est champions, on a fait un record, et alors on va dire à un tel qui a 30 ans de boîte, non, je ne peux pas travailler comme ça, pour le mental, chacun à sa place. Moi, je vais vous dire une chose. En vous, ici, vous avez des capacités énormes. Le problème, c'est que on n'a pas conscience. On parle des filles, on se dit oh non, non. La première chose que j'entends, quand quelqu'un vient plonger avec moi, il me dit non, mais moi, je ne fais pas à ta profondeur. Non, non, je ne fais pas à ta profondeur. Mais c'est comme moi, dans ton métier, je ne fais pas. J'ai une histoire en 2 mots. Un gars qui était sur mon bateau, qui faisait un stage d'apnée, c'était déjà un peu on se moquait un petit peu du fait, parce que là, à chaque fois qu'il fait une chose, il a mis d'entrée sa combinaison à l'envers, ensuite il fait tomber ses ceintures de plomb au fond, ensuite il part, le masque, il a cassé la sangle, c'est Pierre Richard à la mer. Donc
de lui. Donc la journée avant, comme ça. Moi, j'avais beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il était toujours en train de s'émerveiller sur ce qui se passait à chaque fois. Je comptais un poisson comme ça, il n'avait jamais vu un petit peu. Enfin, tout se passait bien. Et lui, on arrive, et entre les deux, on se met sur une belle table de sable blanc, et on discute. Et chacun parle de son métier. Donc, voilà. Et puis bon, moi, je répare des cœurs. Il était chirurgien cardiaque à Saint-Étienne, à Paris. C'était un des gars qui avait inventé des pompes à poêle, je sais pas comment il sauvait toute sa vie, c'était 5 minutes. Donc ça a jeté un petit coup de froid, vous voyez, ça remet chacun à sa place. Chacun dans son domaine a des capacités qui sont restées. Et inversement, souvent j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent ah ouais, non, mais moi je fais le stage d'apnée avec toi, je veux bien plonger avec toi, je veux bien faire l'apnée, mais je fume. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est donné déjà une barrière. Dans notre cerveau, on a la possibilité de se projeter. La personne arrive en disant moi je vais bien faire de l'apnée mais je fume, elle est en train de se limiter par rapport à ce que son cerveau lui commande. Concrètement, vous allez voir et comprendre ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que si on est spectateur de son corps, on peut aller beaucoup plus loin. Dans la vie sportive et dans la vie de tous les jours, dans la vie d'apnée. Pour fabriquer un record du monde d'apnée, je vous explique comment ça marche. Je vais vous faire vivre en 2 mots le record d'apnée. Au début, je me mets à l'eau. Je prends de l'air le plus possible. Il faut que j'emmène le maximum dans ma cage thoracique. Pourquoi? Parce que ma cage thoracique, c'est mon réservoir. Mon réservoir, à l'image d'une voiture ou d'un... Elle va consommer du carburant. D'abord, mon carburant, c'est dans mes poumons. Donc, je vais essayer d'en mettre le maximum. Comment on met le maximum? Vous avez vu, gabarit normal, 1m83, 72 kg, capacité pulmonaire normale, 5 litres 5. Moi, bon, déjà à la base, j'avais une capacité pulmonaire un peu plus grande que la moyenne. Et j'ai la chance d'avoir une souplesse articulaire. Vous voyez, regardez, même les genoux, ils partent à l'envers. Je suis très relax, notamment même de la cage thoracique. Et j'ai fait un gros travail sur cette cage thoracique avec des kinés. Donc c'est 1 heure de kiné par jour, c'est parti de mon entraînement, 1 heure de kiné par jour pour assouplir la cage thoracique. Et à ce rythme-là, ça c'est une image, je coupe un petit peu, on est sur, ça c'est des gros deltis qui sont loin, on est sur 45 mètres de fond, et à chaque fois que j'appuie sur la détente, je sais que le poisson est mort, c'est-à-dire qu'il ne prend aucun risque pour le laisser. Vous voyez, c'est quand même un poisson qui fait 6-7 kg. Et sur le tir, il est mort. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne tire pas. On fait des choses. Voilà, le poisson n'a pas souffert. Vous voyez, alors, effectivement, le poisson est mort. Ça termine mal. Mais après ça, on va le manger en famille et c'est quand même très très noble. Donc, j'en étais où? On m'a excusé ou pas? La cage thoracique, très bien. Alors, le travail avec les kinés, c'est que j'ai pu assouplir ma cage thoracique encore plus, tous les jours, en travaillant sur les insertions. Et de 5 litres, j'avais 8 litres au départ, j'ai pu monter à plus de 11 litres de capacité pulmonaire. Comment ça marche? Je vais vous montrer, vous allez voir, ça va vous faire rire. Je vais arrêter de parler pendant 1 minute. Je vais remplir ma cage thoracique, et avec un système de pompe à l'eau, je vais avaler de l'air avec ma bouche, c'est ce qu'on appelle la carte, parce qu'on ressemble à une carte qui est posée à l'extérieur sur la rive. Je vais stocker de l'air dans mes poumons. Vous allez voir ma cage thoracique comme elle va monter. Regarde, rempli à fond. Et là, je stoppe. Voilà. Donc ça, je le fais environ 30 fois, ce qui permet de gonfler énormément. Donc ça, c'est une particularité, c'est que je pars avec plus d'air mon corps peut se faire rentrer par des muscles inspirateurs. C'est un travail, imaginez pouvoir faire le grand écart sans entraînement, on va se déchirer les habitudes. Là c'est pareil, si on n'a pas d'entraînement, on fait la carte, on risque de graves lésions. Donc un entraînement quotidien, tous les jours, pendant des années, fait que la cage thoracique s'assouplit, et comme ça.